Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à la maison pour ce premier webinaire de la communauté des managers émotionnels. Donc vous avez derrière moi un vieux tonnier échoué sur la barre d'Etel dans le Morbihan qui va nous accompagner pendant toute cette réunion. Et donc moi je suis Vincent Guilleminault, je suis formateur, consultant spécialisé en communication non violente et j'ai la joie d'animer ce premier webinaire qui s'intitule Comment passer de l'énergie de mouvement qu'est l'émotion à l'action managériale. Alors, pour ma présentation rapide, j'ai une émotion particulière à animer ce moment puisque j'ai été moi-même en tant que manager, il y a de ça maintenant 4 ans presque, euh, dans le premier groupe de la formation, la dimension émotionnelle dans le management et la connaissance de soi. J'étais à ce moment-là déjà en train de me réorienter vers la formation pour adultes et j'ai eu la chance de croiser à ce moment-là quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné, beaucoup aidé. Et il se trouve que cette amie, Martine, qui passait par là, aujourd'hui nous accompagnera. Euh, et je lui donne autorisation, et elle a largement toute légitimité parce que c'est une experte des émotions, comme tous les êtres humains, mais avec une particularité quand même. Donc je laisserai le soin à Martine d'intervenir si elle le souhaite également euh, au sein de notre temps de travail. Ok. Donc nous n'avons pas le temps et j'en suis désolé, c'est un peu arbitraire de vous laisser vous présenter, mais je vous propose que, à l'issue de ce webinaire, vous puissiez échanger sur les forums notamment. Et c'est un petit peu aussi l'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir recueillir vos attentes en fin de séance concernant l'animation de la e-communauté des managers émotionnels. Voilà. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des émotions. Est-ce que vous voyez le diaporama? Ouais, Il est surexposé. Ok. brille Très un bien. peu, hein. Florence, vous voyez le diaporama? Ok. Donc, la question qui va nous occuper pour les 40 minutes qui nous attendent, c'est comment on passe de l'émotion à l'action dans le management et comment est-ce qu'on fait de cette émotion une alliée pour employer les attitudes et utiliser les bons outils pour développer une action managériale qui soit efficace. Donc, au sommaire de ce webinaire, on va détailler ce qu'est l'émotion, de quoi on parle, quel est le rôle des émotions, et puis s'interroger sur la place des émotions dans le management. Ok. Alors, les émotions, pour vous parler un tout petit peu de mon parcours, moi j'ai été manager pendant une quinzaine d'années et j'ai été habité pendant pas mal d'années par la croyance que les émotions sont quelque chose qu'on doit laisser à la porte de l'entreprise, qu'il faut laisser au vestiaire et qui n'ont pas leur place dans les équipes. Donc en tant que manager, j'ai pris conscience un peu tardivement, mais que ce concept, cette idée, cette croyance que les émotions n'ont pas leur place dans l'entreprise, finalement, générait chez moi des attitudes, des comportements qui ont fait à certains moments que j'ai pu être toxique vis-à-vis de mes équipes. Bien entendu, comme les émotions étaient à bannir, je le faisais et je l'appliquais également pour moi, ce qui m'a coupé d'une relation essentielle avec mes équipes. Donc, la prise de conscience aidant, j'ai pu expérimenter un autre mode de management et j'ai eu la chance d'être accompagné pendant ce parcours pour pouvoir vous parler aussi aujourd'hui de mes expériences et de l'évolution qu'ont permis les outils que j'ai pu utiliser, les évolutions qu'ils m'ont permis dans mon rôle managérial et dans mon efficacité managériale. Alors, l'émotion, si on part de cette notion évolutionniste, l'émotion est quelque chose qui a sa place dans le vivant et qui est quelque chose pour l'humain d'absolument fondamental. Hein, c'est pour ça que j'ai noté qu'on est vraiment sur un processus évolutif très abouti. On est dans une fonction complexe de la vie humaine et qui est essentielle au vivant. Hein, c'est d'abord, avant tout et pour nous, une source d'information précieuse puisque l'émotion nous indique qu'il y a quelque chose dans notre environnement ou à l'intérieur de nous qui nous pousse à agir pour rétablir l'équilibre si l'émotion est désagréable ou alors
à poursuivre le comportement si l'émotion est plutôt agréable. Donc on a une fonction qui est essentielle dans l'humain, et je crois, et si vous êtes là aujourd'hui, vous le croyez certainement aussi, que c'est quelque chose qu'il faut absolument réhabiliter dans l'entreprise. Donc, je vous disais, l'émotion, c'est quelque chose qu'on ressent et qui soit s'impose à nous, soit est travaillé par notre expérience, et ça on le verra un petit peu plus tard. Cette notion d'émotion qui est une énergie de mouvement, Bergson, qui était philosophe et biologiste, le décrit assez bien en expliquant que la nature avait placé dans le vivant la fonction de l'émotion, et notamment tout ce qui va tourner autour des émotions agréables, notamment la joie. Cette fonction dans le vivant avait pour but tout simplement de permettre à la vie de perdurer dans l'espèce humaine. Et on comprend bien que si on ne ressent pas l'émotion de la soif, on ne va pas boire. Et de fait, ça portera atteinte à notre intégrité. Merci. Et il expliquait également que toutes les émotions liées au plaisir, finalement, étaient une ruse très intelligente du vivant pour nous permettre, eh bien, tout simplement de prospérer. Et on le voit aussi à travers cette notion, la racine étymologique du mot émotion, qui vient du latin ex movere, qui veut dire mouvement vers l'extérieur. On voit que chez nous, quand on ressent une émotion, ça va imprimer un mouvement, un comportement qui a vocation à être partagé. Et on le voit bien dans nos expressions faciales. On a ces expressions faciales qui arrivent quand on ressent l'émotion et qui ont vocation à être partagées. Puisque une émotion faciale en soi, seule dans une pièce, n'a pas d'impact, si ce n'est d'accompagner l'émotion. Mais on voit bien que sur ce principe évolutionniste, dans le développement de l'humain, l'émotion faciale qui accompagne l'émotion a bien vocation à créer un lien. On imagine que lorsque nous étions des sapiens vivant dans des grottes, les expressions faciales liées à la peur indiquaient à nos congénères que l'ours était en train de rentrer dans la grotte et de fait avait une fonction sociale assez importante pour nous permettre de lutter ou de fuir. Alors si l'ours rentre dans la grotte, la réaction qui s'impose à nous, effectivement, c'est la lutte. Il vaut mieux être plusieurs face à un ours. Donc cette notion d'émotion dans le vivant a une importance fondamentale pour la vie sociale et pour le nourrissement et le nourrissage de nos besoins. J'ai mon amie Martine là qui est à côté qui aimerait intervenir, alors avec grand plaisir, Martine. Oui, bonjour. Alors, juste une petite, ça m'évoque une réflexion. Je me disais, à l'inverse, qu'est-ce qui se passe quand justement on ne peut pas, ou on n'ose pas, ou on s'interdit d'exprimer nos propres émotions? Voilà, je pense que c'est intéressant. Alors, je ne vous donne pas de réponse particulière, je pense que tout le monde la perçoit parce qu'on l'a tous vécu un jour. Et on voit comment c'est compliqué et comment ça nous ferme par rapport aux autres. Je pense que, voilà. Oui. Voilà. Merci. Je te laisse continuer. Merci Martine. Et ce que tu me dis, bon, il y a le fan club qui te salue et tu le vois. Mais effectivement, ce que tu dis, moi, m'évoque un aphorisme, une petite phrase de Thomas d'Anzembourg, qui est formateur en communication non violente et qui dit quand je réprime ce qu'il faudrait que j'exprime, je déprime. On voit que le fait de ne pas prendre conscience enfin, on peut prendre conscience d'une émotion, mais on peut, par la force de l'esprit, se restreindre dans son expression. On peut la nier, on peut l'enfouir. Et c'est un petit peu ce qui se passe quand vous avez le matin, vous avez votre enfant qui vous dit Papa, tu peux m'emmener au collège, alors que vous avez une réunion, vous êtes pressé, vous dites oui, oui. Quand vous arrivez au travail, vous faites votre réunion, on vous colle un nouveau projet transversal, on vous demande votre avis, vous dites oui, oui. Et quand vous arrivez au bureau, votre collègue vous dit je peux avoir mon vendredi après-midi, vous dites oui, oui. Et le soir, vous arrivez à la maison, tout plein d'une belle énergie, et votre compagne ou votre compagnon vous dit oh, il y a maman qui dîne à la maison ce soir, ça ne te dérange pas? Non, non. Voilà. Et on voit bien qu'en fait, on va être dans cette répression de l'émotion, et Thomas d'Anzembourg le dit très bien, à chaque fois qu'on dit oui alors qu'on pense non, on n'est pas à l'écoute de son émotion, et de fait, on enterre une mine. Et oui. Et c'est pas une formation, ça? C'est pas une formation, apprendre à savoir dire non?
y a pas une formation là-dessus? Si, ça existe, oui, oui. Oui, question à Véronique, mais oui, bien sûr, il y en a, et ça va nous faire, ce qu'on partage là ensemble, va nous emmener au lien hein, de la fin de ce moment webinaire sur les outils à utiliser. Mais je peux déjà vous dire, hein, sans me spoiler trop, que les outils, le travail que vous avez pu faire autour de l'assertivité, vont pouvoir vous aider. Et quand je vous partage le fait que j'ai eu la chance de croiser cette formation dans mon parcours de reconversion professionnelle, j'ai utilisé avec mes équipes à l'époque beaucoup de ces outils. C'est-à-dire que vous pouvez toujours dire à votre compagne, maman vient dîner ce soir, ça te dérange pas? Non, non, parce que vous êtes dans votre habitude de fonctionnement. Et vous allez prendre conscience a posteriori que vous auriez préféré dire ah, écoute, moi j'aurais vraiment besoin de me reposer, est-ce que tu ne crois pas qu'on peut l'avoir à un autre moment? Mais vous êtes dans votre habitude de fonctionnement et vous avez dit oui. Et bien il n'est pas trop tard. Hein, il n'est pas trop tard. Et de retourner vers l'émotion que vous avez réprimée et de l'exprimer, même a posteriori, va libérer, hein, va vous libérer de ce poids qui peut au final, dans une relation, j'espère que c'est pas quelque chose de vécu, mais qui peut arriver à ce qu'un jour vous disiez tous vos noms en une seule fois. Et là, ça fait mal. Oui, parce que tout ce à quoi je résiste persiste. Donc voilà, si je résiste à cette émotion, elle va persister de toute façon. Il faudra bien qu'elle sorte un jour. Ouais. D'une manière ou d'une autre. Oui. Par les mots ou par le corps. Oui. Et c'est bien, quand on parle d'énergie de mouvement, l'émotion est quelque chose que nous ressentons. Il y a il y a des indicateurs physiologiques à l'émotion. Hein. Je vais vous passer toutes les sérotonines, les dopamines, voilà, tout ce qui va se jouer au niveau hormonal finalement a un impact réel sur le corps. On a vu que l'émotion, quand elle était provoquée, quand elle naissait à l'intérieur, elle avait une expression qui est d'ailleurs inconsciente, hein, une expression faciale qu'on interprète parfois à tort d'ailleurs, hein, donc c'est pour ça que c'est important aussi de la verbaliser. Mais ça s'accompagne également de toute une cohorte de réactions physiologiques et vous l'avez vu peut-être avec votre formatrice sur la formation initiale. Je vois votre main levée, Manuel. Vous l'avez probablement vu et de fait, il est important de pouvoir l'exprimer parce que toutes les émotions vont être liées à une fonction vivante et à des organes. Et de fait, vous le savez, on le dit, on se bouffe la rate hein, quand on est plutôt anxieux. Et ça n'est pas qu'une métaphore. Emmanuel. Oui, non, en fait, ce que tu dis, c'est que il faut toujours exprimer ses émotions, quelles qu'elles soient. Eh oui, bien sûr. Alors, on peut exprimer toutes ces émotions. Je pense que c'est important d'exprimer toutes ces émotions, quelles qu'elles soient. Il faut, pour le faire, savoir utiliser les formulations sans oublier les codes sociaux. Moi, je suis éducateur de formation, je me suis occupé d'enfants et j'ai le souvenir, par exemple, d'avoir accueilli un gamin qui venait du sud-est de l'Asie, je crois que c'est ça. Et vous savez ce qu'on fait quand on a un gamin qui arrive et qui a perdu ses parents? On est pris d'empathie, hein, donc on ressent de l'affectivité pour lui et on lui passe la main dans les cheveux pour lui signifier notre empathie, notre affection pour lui signifier qu'il est accueilli. Hein, donc c'est un langage non verbal positif qui est imposé entre guillemets par une émotion, mais surtout qui correspond à nos codes sociaux. Et c'est là où je veux en venir, Emmanuel. Quand j'ai passé la main dans les cheveux de cet enfant, il s'est mis à pleurer. Parce qu'en fait, en Asie du Sud-Est, c'est facile de dire Asie du Sud-Est, comme ça on ne sait pas de quel pays il s'agit, je m'en souviens plus. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans sa culture, un adulte passe les mains dans les cheveux d'un enfant, c'est un signe mortifère. Donc c'est absolument pas quelque chose d'empathique, hein, bien au contraire. Donc Emmanuel, exprime toutes tes émotions en respectant les codes sociaux. Si une femme te plaît, invite-la à boire un café. Je te conseille de faire ça pour l'apprivoiser plutôt que de lui dire que tu aurais bien envie d'avoir une relation plus poussée avec elle. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que les exemples que tu as donnés là, de dire ce qui nous arrive tous les jours, d'avoir quelqu'un qui nous demande emmène-moi au collège. Bon ça me fait pas forcément plaisir parce que j'étais en retard.
Mais en même temps, ça fait partie de mon boulot de l'emmener au collège. Je suis son père. Le collègue qui me demande ça, ça fait partie de mon boulot de lui répondre oui. Donc à un moment, ce que je crains, c'est que en exprimant ses émotions, on oublie que en fait, c'est notre mission, quoi, et que même si ça nous fait pas plaisir, on doit le faire et que exprimer, même par des mots choisis, le fait que ça nous embête, bah, c'est ça qui me paraît pas logique. Parce que ça fait partie de notre boulot, on n'était pas forcément prêt à le faire, mais ça fait partie de notre boulot. Donc, si on ouvre cette porte, à chaque fois que quelqu'un va nous demander quelque chose qui nous embête, on va toujours réagir émotionnellement. Et quelque part, on a tous des collègues comme ça qui, à chaque fois qu'on leur demande un truc, finissent par dire oh non, oh là là, oh, ils râlent tout le temps. Et c'est désagréable pour les autres parce que ça fait partie de ton boulot. Les gens en face de toi sont pas censés savoir que tu avais déjà 5 trucs de fait. Ils sont là parce que c'est ton boulot de leur répondre là-dessus, de poser la question, c'est logique. Et Alors, c'est là où je voulais venir. on va peut-être préciser quelque chose. Il me semble que la première personne à qui on doit exprimer son émotion, c'est soi-même. Bah oui, c'est bien. Ouais. Ouais. Oui, c'est parce que je te remercie, Ouais. Manu, de faire de poser cette question et de partager ton questionnement. Mais effectivement, ça va nous emmener un peu plus loin dans le contenu du webinaire. Mais on est bien, effectivement, et la première formation que vous avez suivie, peut-être, a généré une certaine frustration au début parce que vous avez eu beaucoup d'outils autour de la connaissance de soi. En même temps, c'était dans le titre. Donc, ça va, on vous avait pas trop menti. Mais effectivement, vous pouvez pas maîtriser le comportement de l'autre et encore moins maîtriser ses émotions. Donc, effectivement, tout va partir de soi. La première personne à questionner sur l'émotion qu'on ressent, c'est soi-même, pour pouvoir l'exprimer dans quelque chose qui va être libérateur pour soi, mais acceptable pour l'autre également. Et vous allez dire à vos enfants, oh, je suis embêté, ça risque de me mettre en retard, oh là là, papa, voilà. Et vous allez vous relier dans une empathie, et de fait, vous aurez exprimé, votre enfant aura entendu, mais vous faites ce choix et du coup vous assumez votre choix et vous n'êtes plus dans un choix qui vous a paru contraint et vous n'avez pas enterré une mine. Vous avez fait quelque chose que vous auriez préféré ne pas faire, mais vous avez fait un choix conscient. Et une fois que vous exprimez l'émotion, ça va poser finalement ça va poser ce principe de réalité et faire ce que tu dis, Manu. Oui, ça fait partie du boulot, mais pardon. Ce qui ne peut pas. Alors, par exemple, je suis embêté par la sonnerie du portable. Mais comme j'arrive à me relier à ton urgence, et bien, voilà, ça va déjà tout de suite. Vincent, dans la mesure d'exprimer son truc, là j'ai Excusez-moi. mon supérieur hiérarchique qui est arrivé vers moi cette semaine. J'ai appris que mon agent d'accueil n'était pas là pour les 2 jours, lundi, mardi qui arrivent. Ouais. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'on faisait, est-ce qu'on laissait l'accueil ouvert ou est-ce qu'on fermait. Il m'a regardé, il m'a fait, c'est à vous de décider. C'est pas moi, la hiérarchie. J'en suis une parmi tant d'autres, et c'est lui qui me donne un code, qui me dit si je fais remplacer la personne, en gros, là, voilà. Là, j'ai exprimé l'émotion. J'avais envie de lui dire, mais c'est à toi de me donner la directive. C'est toi le supérieur, c'est pas moi. Donc, j'ai fermé ma gueule, hein, vulgairement, mais voilà. Et je suis rentré dans mon bureau et j'ai fait l'exercice que nous a appris Bernadette sur la formation. Je me suis assis, j'ai expiré. J'ai inspiré, expiré pendant 5 minutes et j'ai dit non, je lui envoie pas quoi que ce soit dans le nez. Là, c'est. Et comment vous êtes aujourd'hui avec ça, là, maintenant? Eh ben, là, je suis carrément à dire, c'est pas grave, hein, parce qu'en plus, la personne susceptible aurait pu la remplacer, est en arrêt de travail, jusqu'à vendredi, je l'ai appris tout à l'heure, et donc, du coup, le problème est résolu pour moi, c'est-à-dire qu'il y aura personne à l'accueil, seulement le matin. Ok. Après, il se débrouille. C'est plus de mon sort, hein. En plus, moi, je dépends de 2 autorités. J'ai une autorité hiérarchique et une autorité fonctionnelle. Et là, c'est mon autorité fonctionnelle qui m'a dit, c'est à vous de voir. Ouais, mais je fais quoi? C'est pas pour moi, personnellement, mes agents, ils seront là lundi, de 6h à 14h. Après, nos permanences sont finies et on rentre. Par contre, eux, ils seront au bureau jusqu'à 17h. Donc, ils auront plus de communication.
Moi, je règle le problème comme ça. Hein. Après, à un moment donné, Ouais. Et ce qui est important, hein, on l'a vu hein, dans cette dimension émotionnelle du management, la connaissance de soi, c'est justement de vous préserver vous en tant que ressource. Hein, si vous passez vos journées à enterrer des mines, à un moment donné, malheureusement, vous vivez sur un champ de mines. Hein, donc, il faut faire gaffe déjà. Et puis un jour ou l'autre, quand on fait pas gaffe, ça pète. Donc, c'est bien le travail que vous faites est bien un travail de la gestion de l'émotion qui peut-être peut aller jusqu'à l'expression, mais déjà de vous à vous, hein, d'aller dans cette respiration. Et puis le travail que vous avez fait m'inspire, comment ça m'inspire pas, mais m'évoque un lâcher prise, hein, c'est-à-dire que vous avez identifié finalement ce qui relevait de votre responsabilité, identifié ce qui relevait de la responsabilité d'autres personnes, et vous avez réussi à lâcher avec ce sentiment peut-être de responsabilité qui peut se transformer en culpabilité de ne pas assurer un service public de qualité. Hein, ça vient toucher votre valeur de continuité du service, de qualité. Derrière, vous avez identifié que ça ne relevait pas de votre responsabilité. Vous utilisez la respiration, c'est un outil que j'utilise au quotidien, dans l'écoute des autres, parce que c'est aujourd'hui mon métier, et dans l'écoute de moi, hein, vraiment au quotidien. Donc ça, c'est un premier outil. Vous vous rappelez la respiration ventrale. Parce que comme je le pratique, c'est absolument pas orthodoxe, mais quand je suis dans l'écoute et quelqu'un me partage quelque chose de dur, par exemple, et de difficile, j'ai une respiration, une bonne respiration. Et pour me dire, au moment où je respire, voilà, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que l'autre peut ressentir et me reconnecter à lui. Parce que quand on est dans l'écoute, c'est le travail que je fais. Après, quand on est dans l'expression, avant l'expression, et c'est un travail qui, comme tous les apprentissages, nécessite de l'entraînement pour devenir de plus en plus rapide. Quand vous apprenez à jongler, au début c'est difficile, ensuite c'est facile et vous pouvez rajouter des balles. C'est-à-dire que vous pouvez, dans des situations de plus en plus difficiles, identifier l'émotion qui vous traverse, aller chercher quelle est la cause de l'émotion, parce que l'environnement que vous allez vivre à un moment donné, c'est pas la cause de votre émotion. C'est-à-dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. On n'est pas tributaire de ces émotions. Alors on a parlé tout à l'heure de Sapiens et de la grotte. Il y a des émotions qui sont voilà, je fais juste une incise. La diapo que je vous montre hein, sur le rôle des émotions de base, on pourra revenir dessus, notamment dans les forums. Voilà, ça vous donne une indication de à quoi servent hein, finalement les émotions. Peut-être juste la joie à métaboliser le bonheur. On se rend compte que quand on multiplie dans une journée les émotions qui s'apparentent à la joie, physiologiquement, on a des défenses immunitaires qui sont plus costauds. Voilà, c'est-à-dire que on voit bien que, pour revenir à Bergson, notre biologiste philosophe, on voit bien que notre mouvement général, le but de toutes nos actions, c'est d'aller vers le bonheur. Et ça se voit physiologiquement. Hein, donc c'est pour ça que dans le carré joie, il y a marqué métaboliser le bonheur. C'est quelque chose d'absolument important. Et je vous propose qu'on prenne un temps après dans les forums pour échanger sur, parce que parler de la tristesse, parler du stress, parler de la colère, nécessiterait pour chacune de ces émotions un temps que nous n'avons pas. Donc, pour rebondir sur ce que vous disiez, Philippe, et pour aller sur le rôle des émotions, donc, à un moment donné, on a cette sensation qu'on est tributaire de notre environnement et que, par exemple, ce sont les autres qui nous mettent en colère. Je crois fermement, et je l'expérimente au quotidien, que en fait, c'est nous qui nous mettons en colère. Le stimulus n'est pas la cause de votre émotion, mais c'est bien le déclencheur. Quand on n'est pas dans des émotions de survie, hein, la réaction, hein, la diapo qui vous est présentée, là, la réaction vitale d'adaptation à votre environnement, ce sont les émotions réflexes. Et là, on va s'adresser, l'environnement s'adresse au cerveau reptilien. L'ours arrive, vous n'allez pas vous dire qu'est-ce que je ressens. Ok, je respire un bon coup. Non, vous êtes déjà bouffé. Donc à un moment donné, il faut prendre ses jambes à son cou, il faut y aller. Ou alors il faut prendre son gourdin qui est attaché à sa ceinture et il faut frapper. Donc là, on est plutôt dans des émotions réflexes. Et donc là, le rôle des émotions, c'est une fonction vitale. Ça nous maintient en vie. Et on peut avoir, dans une situation que vous évoquez, Philippe, l'impression qu'effectivement, ce manager, il vient nous agresser. Mmh. Je peux avoir cette vision. Hein, et du coup, être dans une émotion réflexe. J'ai pas eu l'émotion d'être agressé. Moi, j'ai eu l'émotion que, c'est vas-y, démerde-toi, c'est ton problème. Sauf que les conséquences derrière, les problèmes qui vont en découdre, le sens du service public, je vais pas le faire assurer par mes agents et je vais être pénalisé derrière parce qu'on va me dire t'as pas fait ton job. Alors que c'est pas de ma nature à moi de prendre cette décision, sachant
Moi, pour expliquer le contexte, je suis dans un lycée. Donc, nous, on est en vacances vendredi soir. On a 2 jours de permanence. Si eux, ils n'ont pas de communication une fois que nous, on est parti, moi, je dirais, mon job, il a été fait. Mes agents, on leur a fait signer un planning, il est valable. J'ai un délai à respecter pour faire modifier les emplois du temps. Et me dire, en gros, tu te démerdes, c'est ce qu'il m'a dit, quoi. C'est ton problème, c'est pas le mien. Non, c'est pas le mien. Moi, personnellement, mon service, il sera assuré. C'est leur boulot à eux qui sera pas assuré. Mais après, qu'on ne vienne pas me pénaliser en me disant c'est de ta faute. Oui, donc vous dites, vous vous êtes pas senti agressé, mais plutôt lâché. Plutôt. Ah bah là, ouais, c'est voilà, il a fait un transfert de pouvoir qui ne m'appartient pas. C'est pas à moi d'assurer cette décision, de dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je modifie tout un service? Là, c'était à lui, c'est lui l'autorité au-dessus. Alors maintenant, est-ce que je devais me retourner sur mon autorité hiérarchique et pas fonctionnelle? Mais là, je rentre dans un conflit qui est complètement absolu, parce que là, c'est la fonction publique territoriale contre l'éducation nationale. À chaque fois, c'est le même conflit. Oui. C'est toujours le même conflit. Ouais, et la question là sur le plan, bien sûr, après, en termes d'organisation, il y a des solutions, et toutes les solutions à nos soucis managériaux et d'organisation qui nous font ressentir des émotions, parce que ça modifie notre environnement. Là, vous avez peut-être ressenti quelque chose qui s'apparente à de la colère, parce que vous avez des droits qui ont été bafoués. Hein. D'un point de vue vraiment très schématique, on pourrait peut-être le voir de cette manière-là. Maintenant, tout ne se résout pas au niveau relationnel, mais pour le niveau relationnel, la question est qu'est-ce que vous attendez des futures relations avec cette personne? Est-ce qu'aujourd'hui, et vous avez fait ce choix en conscience, est-ce qu'aujourd'hui vous voulez rentrer dans une guerre de pouvoir? Et je connais très bien ce problème de cette double autorité. Je crois que vous savez aussi qu'il est finalement plus sage de faire un travail sur le lâcher-prise et de préserver la relation, mais il n'empêche que ce qui se passe quand une personne vient vous dire ça, et quand vous ressentez quelque chose, c'est bien tout un lien qui va être fait avec vos expériences subjectives de vie. Hein. Et là, on est sur une perception finalement qui est la vôtre, qui vous appartient. Et la bonne nouvelle, c'est que là-dessus, vous pouvez travailler. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une émotion ressentie pour vous protéger en termes de préservation de la vie, hein, d'agression. On est bien sûr le deuxième type de stimulus finalement qui nous fait ressentir une émotion, c'est plutôt une réaction sociale d'adaptation à notre environnement. Et là, on est plutôt dans le cerveau limbique. On est dans le cerveau des émotions et des apprentissages. Et dans cette partie du cerveau qui est un petit peu moins archaïque, vous allez avoir ancré là-dedans tous vos drivers. Vous vous rappelez, vous avez fait le travail sur les petites voix, les messages contraignants. Hein. Et donc, toutes ces petites phrases à l'intérieur qui nous disent, alors les drivers selon la théorie là, de Tybee Keller, nous parle de ces injonctions irréalistes qui ont été construites pendant notre enfance, hein, sois parfait, sois fort, fais plaisir. Dans votre cerveau limbique, vous avez aussi tous les apprentissages qui sont dus à vos expériences de vie quotidiennes. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple. Si vous êtes dans la rue et qu'il y a un chien qui s'approche de vous, qu'est-ce que vous ressentez? De la peur. La peur, Manu? Florence? Ça dépend du chien, si c'est un caniche, ça va bien. Ça dépend du chien, bien sûr. Alors, disons un chien de taille moyenne? Du moyennement peur. Moyennement peur. Voilà. Qui est-ce qui va ressentir plutôt quelque chose comme de l'affection, qui aura envie d'aller le caresser? Envie de le caresser, mais de la méfiance quand même, parce qu'on ne sait pas comment il peut réagir. Ok. Donc, c'est juste pour illustrer le fait que là, on a un stimulus. Vous voyez, on est dans la rue, il y a un chien qui s'approche de vous, et que le stimulus ne va pas générer chez toutes les personnes la même réaction émotionnelle. Donc, en fait, prendre conscience que le stimulus n'est pas la cause de l'émotion, mais bien un déclencheur, va nous permettre de travailler sur les causes. Parce que vous ne pourrez pas travailler sur les chiens, parce que je crois que c'est interdit de se trimballer dans la rue avec un fusil et de tuer tous les chiens qui passent. Manu, vous confirme, enfin tu confirmes? J'ai rien vu là-dessus, mais Ça va. Je regarde dans les textes. Ok, merci. Donc vous ne pouvez pas travailler sur la cause.
Et c'est Marshall Rosenberg, le fondateur le créateur et le fondateur de la communication non violente, qui disait tuer les autres, c'est trop facile. Donc, il faut faire un autre travail. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est aller travailler sur ce qui va être la cause de l'émotion. Et là, vous l'identifiez assez facilement. La cause de l'émotion, dans le cas du chien, ça va être le stock de vos expériences vécues en lien avec les chiens, qui va constituer vos croyances. Et ce qui se passe quand vous ressentez cette émotion de peur, le processus qui suit, c'est le comportement. Donc, notre mécanique finalement humaine, voilà, donc là vous avez une image sur les 3 cerveaux de MacLean. On pourra également en reparler, je vais passer dessus pour gagner du temps. Donc, il y a certaines émotions qui s'imposent à nous, comme la peur en présence d'un danger. J'illustre souvent cette idée-là avec le fait que quand vous vous promenez dans la rue, on va beaucoup se promener aujourd'hui, quand vous vous promenez dans la rue, vous êtes un peu inattentif et là, vous avez un bus qui passe, vous alliez traverser, vous ne l'aviez pas vu, vous faites un mouvement généré par la peur qui vous sauve la vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand ça vous arrive, vous avez une énergie dépensée en un quart de seconde qui est énorme. Vous avez juste besoin de vous asseoir, de respirer, de souffler. Vous ne pouvez pas éviter un bus toutes les heures. Parfois, votre chef, c'est le bus. Et le bus, il vient vous réveiller la nuit. Ça peut vous arriver, j'espère que ce n'est pas votre cas. Donc, en fait, là, vous êtes dans une émotion qui est générée par la perception que vous avez de votre chef. Le chef ne représente pas un danger, mais vous allez avoir cette émotion qui va monter en intensité jusqu'à ressentir quelque chose qui pourrait s'apparenter à ce que vous vivez quand vous êtes face à un danger. Ça, c'est le principe du syndrome général d'adaptation qu'on appelle le stress, qui va finalement vous préparer à fuir ou à attaquer. Et un surstress qui est causé par les croyances qu'on a autour du travail, par toutes nos expériences subjectives, va finalement épuiser le corps. Donc là, il faut entrer en travail. C'est, je dirais, urgent. Si votre patron bus vous réveille toutes les nuits, voilà, vous avez la possibilité d'agir et c'est une bonne nouvelle. Donc, les émotions qui s'imposent, enfin qui semblent s'imposer à nous, à chaque fois qu'on se dit « il n'aurait pas dû me parler comme ça, je suis en colère à cause de lui, il me met en colère », il faut bien prendre conscience que derrière la colère que vous ressentez, il y a toujours une pensée automatique du style « ça ne devrait pas, ça devrait, il faut, il faudrait pas ». Et finalement, c'est bien cette pensée-là qui va générer votre colère. Si vous croisez votre supérieur dans un couloir un matin, qu'il ne vous dit pas bonjour, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez être en colère à cause de votre chef qui ne vous dit pas bonjour? Ou est-ce que, au contraire, ce jour-là, vous aviez un dossier en retard, vous trouvez que c'est plutôt sympa qu'il ne vous ait pas vu? Donc on voit bien que ce n'est pas le stimulus du patron qui ne dit pas bonjour qui va générer la colère, mais c'est bien toutes les pensées qui vont nous traverser automatiquement et instantanément et qui sont le fruit de nos croyances. Si on se dit non mais quand même ça se fait pas, c'est le chef, c'est quand même à lui de nous dire bonjour, il devrait montrer l'exemple. Vous voyez, le langage intérieur, il devrait, ça devrait, il faut, ce langage-là va nous mettre en colère. Et donc sur ce langage-là, on peut travailler. Vous ne pourrez pas travailler sur votre patron qui ne dit pas bonjour, mais par contre, une fois que vous aurez travaillé sur votre colère, vous pourrez aller le voir avec une émotion faciale qui est bien différente, une énergie qui est bien différente, et lui dire « Excusez-moi, ce matin, on s'est croisés dans le couloir, je crois qu'on a oublié de se dire bonjour. Alors bonjour ». Voilà. Ou dans le cas de Philippe, de tenter une clarification de qui prend quelle décision. Voilà. Qui aboutit ou qui n'aboutit pas. Mais voilà, prendre conscience de ses propres émotions, être centré sur soi, ça ne veut pas dire inhiber l'action, bien au contraire. Mais c'est se donner toutes les chances pour que l'action soit la plus juste possible et ne génère pas d'autres émotions, ni pour moi, ni pour lui, qui, elles, viendraient freiner les solutions possibles. Ouais. Oui, et là, ce que tu partages avec nous, Martine, m'évoque cet effet Pygmalion.
Hein. Mhm. Cette prophétie autoréalisatrice qui est dans une boucle, hein, c'est-à-dire que si vous êtes, on va caricaturer, hein, mais vous considérez que tous les managers, enfin pas vous, mais les vrais chefs là, sont des personnes qui sont assez peu respectables, qui sont là que pour nous manipuler. Donc du coup, voilà, on voit bien comment ils sont, les politiques par exemple, hein, pour les territoriaux qui sont à proximité des politiques. Pour vous, Philippe, ce sera peut-être l'éducation nationale avec un grand E et un grand N. Voilà, ce sont des gens, enfin bon, on voit toute cette bureaucratie. Donc, on a cette croyance-là, hein, finalement, les politiques sont assez peu respectables, ils pensent qu'à eux. Donc, ça va vous faire rentrer en relation avec eux d'une certaine manière. Votre attitude va envoyer un message qui va probablement, en réaction, alimenter les croyances qu'ils ont sur vous. Donc, ils vont se dire, oh, bah, lui, il est vachement froid avec moi, il est distant. Et donc, du coup, en réaction, ces personnes vont être froides et distantes avec vous. Ce qui va alimenter finalement la croyance que vous avez sur eux. Hein. Les politiques sont tous hautains, enfin sauf dans le village de Manu, les politiques sont tous hautains, et donc du coup, vous renforcez votre croyance, ça va renforcer votre comportement. Votre comportement va renforcer la croyance que les autres auront sur vous, qui va renforcer la croyance que vous avez sur les autres. C'est la prophétie autoréalisatrice, et au final, un jour pas comme un autre, vous mettez votre poing dans le visage de votre élu parce que ça suffit. Donc ça, c'est la version choc. Mais, alors, j'aime beaucoup cette phrase hein, qui est également de Marshall Rosenberg. Ouais. Voilà, on a toujours le choix. Après, on n'aime pas toujours les choix qu'on a. Je vous conseille quand même d'éviter le passage à l'acte qui, je crois, s'apparenterait assez difficilement à un choix. Un drôle de choix, en tout cas. Un choix dans lequel vous ne mesurez pas les conséquences. C'est bien le principe du passage à l'acte. Donc, la petite infographie que je vous ai partagée là, on voit bien l'environnement, le chien dans la rue, nos perceptions, les filtres qui s'activent automatiquement. Et là, vous l'aviez vu avec la blouse du chirurgien. Vous vous souvenez de cet exercice hein, où vous aviez démontré finalement qu'on a tous des filtres. On n'en a pas conscience, même si on peut avoir conscience assez facilement que les autres ont des filtres. Par exemple, si on prend un supporter du PSG, on sait que il a ses filtres pour voir ses joueurs meilleurs que parce que nous on est supporters de l'OM par exemple. Vous voyez, les filtres ils sont facilement identifiables chez les autres et ils le sont moins facilement chez nous. C'est une petite parenthèse qui finalement viennent parler à nos croyances et qui vont alimenter notre comportement. Donc c'est bien au niveau des croyances qu'on va pouvoir faire ce travail. Ce que j'ai partagé sur la communauté avec vous autour des pensées automatiques, des injonctions, pas des injonctions contradictoires, non ça c'est la territoriale, mais les injonctions, les messages contraignants, ces éléments-là vont vous permettre de travailler sur vos croyances. Tout ce qui tourne autour de la restructuration cognitive notamment. Alors, les outils du manager émotionnel. Ok, ça va pour le rôle des émotions. Alors, donc les outils du manager émotionnel. On l'a déjà vu. Le premier outil, c'est d'être en capacité de les reconnaître. Hein, donc vraiment développer la connaissance de soi et également son vocabulaire des émotions. Ensuite, il faut être en capacité de les exprimer. Donc, développer son assertivité, pourquoi pas se former à la communication non violente, je vous le conseille, ça fait un bien fou à soi-même et aux autres. Les accueillir, hein, donc là on respire, on utilise le processus de la CNV par exemple, on peut travailler sur l'écoute active également qui fonctionne très bien pour accueillir les émotions, les siennes, on peut s'écouter avec empathie et puis on peut écouter l'autre également avec empathie. Et puis on peut favoriser les émotions dans un collectif, hein, en travaillant sur les signes de reconnaissance, sur son écoute, et puis sur son propre bonheur, parce que c'est vraiment quelque chose qui se transmet, qui est contagieux. Alors, comment on reconnaît ces émotions? Mais déjà, on prend conscience que c'est quelque chose dans notre fonctionnement qui est essentiel à la vie. On enlève l'étiquette négative de l'émotion qui a pu être collée, peut-être par votre environnement. Moi, je sais que cette idée que j'avais quand j'étais à une certaine période un manager un peu toxique, c'était pas moi qui l'avais créé. Hein, j'avais adhéré à cette croyance que les émotions ne doivent pas avoir leur place dans l'entreprise, parce que aussi c'était bien commode pour moi
ça m'évitait d'avoir à écouter les miennes et surtout pas à les exprimer. Alors, pour la parenthèse, moi je me voyais comme quelqu'un de cool, et quand j'ai enfin ouvert la porte à mon équipe, je peux vous dire que la perception qu'ils avaient de moi était toute différente. Vraiment. Donc on questionne ses croyances. On utilise les outils autour de la restructuration cognitive, notamment, pour, quand on se met en colère, on peut faire un pas de côté et se dire, est-ce que c'est vraiment l'autre qui nous met en colère, ou est-ce que c'est pas mon langage intérieur qui vient me mettre en colère? On identifie derrière l'émotion ce qu'on se dit, et une fois qu'on a identifié ce qu'on se dit, on peut identifier le besoin qui n'est pas nourri. Par exemple, Philippe, vous avez besoin de moyens raisonnables pour faire votre travail. Et là, effectivement, il y a un besoin qui n'est pas nourri. L'émotion qui vient derrière est toute naturelle, mais exprimée derrière, une fois que vous avez analysé le besoin qui est derrière, vous allez entrer en relation avec l'autre personne, avec une énergie qui va lui permettre de se relier à vous. Et c'est tout le pari finalement de la communication non violente. On peut dire non à la stratégie de la personne. Je suis en colère parce que j'ai pas les moyens de faire mon boulot, donc je te casse la gueule. Hein, donc la stratégie, c'est de la violence. On peut dire non à cette stratégie, mais on ne pourra pas dire non aux besoins. On ne peut pas dire à la personne, non, tu n'as pas besoin de moyens pour faire ton travail. Donc le pari que fait la communication non violente, c'est que quand on se relie aux autres personnes au niveau des besoins, on vient toucher à finalement quelque chose qui est commun et partagé de tous. Quand vous allez dire à votre compagne, je suis embêté parce que ce soir j'ai vraiment besoin de calme et de me reposer, elle va pas vous dire non, tu n'as pas besoin de calme et de te reposer. Par contre, si vous lui dites encore ta mère, hein, vous voyez que vous vous adressez pas au même niveau de partage et de connexion avec votre compagne. Après, je vous conseille de dire encore ta mère, parce que ça donne des choses un peu plus croustillantes. Travaillez sur votre attention. Faites attention à ce que vous ressentez. Faites attention à ce que vous percevez. Et dites-vous que ce que vous percevez, finalement, n'est qu'une partie du monde. Notre cerveau est assailli en permanence par nos 5 sens d'un flot d'informations qu'on ne peut traiter. Donc on fait du tri et parfois on ne voit que ce qu'on redoute. Quand vous vous dites que ça va mal se passer, il y a de grandes chances que ça se passe moins bien que si vous vous dites que ça va bien se passer. Parce que vous allez focaliser votre attention sur les aspects négatifs. Si par exemple on vous dit vous allez intégrer un nouveau collègue dans votre équipe et que des collaborateurs qui ont déjà travaillé avec lui vous disent oh là là, dis donc, c'est toi qui vas te taper Kevin là, bah, bon courage. Hein. On voit derrière qu'on va focaliser notre attention sur les aspects négatifs. Il suffit qu'il arrive à 9h05 au lieu de 9h le premier jour et c'est terminé. Donc on peut aussi travailler à focaliser son attention sur les aspects positifs des situations, voir le verre à moitié plein là où on pourrait le voir à moitié vide. Et puis, pour exprimer son émotion, c'est important de développer son vocabulaire. On se rend compte aujourd'hui que les personnes ont en moyenne entre 8 à 12 mots de vocabulaire qui viennent spontanément pour développer, pour exprimer, leurs émotions. Par exemple, quand tout à l'heure j'ai essayé de joindre Véronique qui organise le webinaire, j'ai eu un peu de mal à me connecter avec elle. Je peux vous dire qu'une fois qu'on a réussi à établir la connexion, j'étais vraiment rasséréné. Voilà. Oui, c'est un vocabulaire qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, je vous le disais. Donc là, vous pouvez utiliser le lotus des émotions que vous voyez, où on retrouve les 4 émotions de base, primaires, la joie, la peur, la tristesse, la colère, et puis comme la palette du peintre, avec 4 émotions primaires, vous pouvez fabriquer toutes les nuances. Le vocabulaire des émotions est bien plus riche que ce qu'on trouve dans cette fleur des émotions, dans le lotus des émotions. C'est juste pour vous mettre en appétit finalement, parce que je partagerai avec vous dans la communauté toute une liste des émotions. Donc une fois qu'on les a reconnues, il faut pouvoir les exprimer. Je suis sûr que vous vous souvenez du desk. Hein, on décrit ce qu'on ressent, l'émotion. Alors la partie la plus difficile, vous êtes d'accord, c'est de décrire. De décrire des faits sans jugement. Par exemple, si vous décrivez un fait, si le fait que vous décrivez, c'est tu me coupes la parole tout le temps, mais vous vous rendez bien compte que vous pensez peut-être dans un premier élan d'écrire un fait, mais qu'on voit bien que si je vous dis par exemple
Philippe, vous me coupez la parole tout le temps. Vous n'allez pas forcément entendre que j'ai besoin de pouvoir terminer mes phrases avant que vous commenciez les vôtres, mais vous allez entendre que je vous agresse, surtout si je vous le dis avec un certain agacement non maîtrisé. Donc le desk, vraiment un outil à travailler, et le desk finalement c'est un petit peu l'ossature de la communication non violente. Alors la communication non violente, c'est pas uniquement un processus, hein. Il y a le processus autour de quelque chose qui ressemble beaucoup au desk, mais que je peux pas développer ici, mais c'est aussi et surtout une philosophie de vie. Et un entraînement pour entendre les besoins, les siens, exprimer ses sentiments et formuler des demandes qui soient faisables et réalisables. De le faire pour soi et de le faire pour les autres. Et après, ça devient quelque chose qui nous permet au quotidien, dans une nouvelle habitude, de nous relier aux autres différemment. J'ai l'ami qui lève le doigt. Donc, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Vincent, quand tu parlais de décrire des faits et non pas des jugements ou des choses subjectives. Ça me renvoie à ce que tu disais précédemment sur l'attention. Je pense qu'effectivement, si on prend le temps d'être attentif à quelque chose de plus global que l'événement qui vient de provoquer l'émotion. Je reprends votre exemple, Philippe, de ce manager. On comprend que vous soyez focalisé sur quelque chose de très concret. Il vient de vous refuser son aide et de prendre ses responsabilités. Et prendre le temps d'être attentif à la globalité de cette relation que vous avez avec lui, c'est-à-dire quels sont les éléments qu'il vous apporte, quels sont ceux qui vous manquent, comment sont vos relations avec lui, prendre ce temps, parce que les émotions qui naissent après une réflexion attentive sont bien différentes des émotions qui naissent après quelque chose qui vient de nous faire réagir. Et je pense que dans le D, il y a cette invitation à l'attention, de qu'est-ce qui vient de se passer concrètement, plus que de je réagis à quelque chose qui ne m'a pas convenu. Ouais. Tout à fait. Tout à fait, parce que ce travail-là, d'être en capacité de formuler des observations, des descriptions qui soient factuelles et qui soient dénuées d'évaluation ou de jugement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est le philosophe indien Jaddu Krishnamurti qui disait que formuler des observations sans évaluation est la plus haute forme d'intelligence humaine. Et vous constaterez, quand vous essayez de le faire, qu'effectivement, c'est difficile de se relier uniquement à la description des faits et d'identifier la part de jugement qui vient. Mais quand on identifie aussi la part de jugement qui vient, on identifie ce qui va générer l'émotion. Parce que très souvent, surtout pour l'émotion désagréable dans la relation professionnelle, vous conviendrez qu'il y a quand même rarement un danger imminent. L'émotion désagréable que vous ressentez est liée en grande partie à vos jugements. Donc vous identifiez ces jugements et vous allez chercher derrière le jugement le besoin qui chez vous n'est pas nourri. En allant exprimer ce besoin, vous allez pouvoir vous relier à la personne. Mais ça ne vous donne pas pour autant la télécommande des gens. On est d'accord. Mais vous allez mettre toutes les chances de votre côté dans la part de la responsabilité de la relation qui vous incombe. Chacun sa part dans la responsabilité de la relation. Vous mettez toutes les chances de votre côté. Et vous vous respectez vous-même. D'abord. Toujours l'empathie pour soi, le respect pour ses besoins, avant de pouvoir respecter les besoins des autres. Parce que quand vous respectez les besoins des autres et pas les vôtres, c'est quand vous dites oui à votre compagne ou à votre compagnon pour le délicieux dîner avec belle-maman. Donc voilà, la communication non violente, on en a parlé. Entendre et exprimer les besoins sans jugement, reconnaître et exprimer les sentiments, formuler des demandes faisables. Alors formuler des demandes faisables, ça demanderait un temps qu'on n'a pas là, mais du coup ça fait une super ouverture pour des nouveaux partages d'outils à venir. Alors, accueillir les émotions chez soi et chez les autres. Juste un mot sur l'écoute active. Quand on est manager, on est au croisement d'énormément de relations et de fait d'énormément d'émotions. Donc, un outil qui est vraiment à travailler chez le manager, qui va permettre justement, par cet accueil de l'autre, une expression de l'émotion et de fait va vous conférer dans votre rôle va vous conférer cette image de la personne qui peut être rassurante et surtout qui va permettre à l'autre de trouver ses propres ressources. Parce que l'écoute active, c'est pas trouver des solutions aux problèmes des gens quand ils viennent vous en parler.
C'est bien leur permettre d'aller chercher chez eux les ressources. Hein, c'est ce que peut-être a voulu faire votre collègue Philippe, en vous permettant d'aller chercher chez vous les ressources pour gérer un accueil avec personne. Euh, Peut-être qu'il essayait d'aller chercher chez vous ces ressources d'hologramme que vous n'avez pas, mais qui vous auraient été bien utiles ce jour-là. Mais voilà, l'écoute active, quand vous avez un collègue qui vient partager une difficulté, il vient d'abord partager ce qu'il a vécu comme difficulté et souvent ce qu'il a ressenti dans la difficulté. Et travailler sur ces outils de l'écoute active vous permettra d'avoir des collègues qui vont se responsabiliser, aller chercher leurs ressources pour trouver les solutions à leurs problèmes avec votre aide et votre soutien, et non pas à leur place. Et puis finalement, comment est-ce que dans notre rôle de manager, on peut favoriser l'accueil et l'expression des émotions? Eh bien, d'abord en faisant ce travail sur soi, hein, travaillant sur son paysage mental, sur ses croyances, sur les drivers, sur les pensées réalistes. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ce travail sur soi, montrer l'exemple. On exprime ses émotions. Et oui, à ses collaborateurs, même les personnes que nous avons sous notre responsabilité. Quand Kevin arrive à 9h05, on peut dire qu'on est embêté parce qu'on a besoin de faire bon usage de notre temps et qu'on aurait souhaité qu'il arrive à l'heure convenue. Ou alors on peut lui dire « Ah bah Kevin, ça m'étonne pas de toi. De toute façon, la génération Y hein, et les montres, on sait ce que c'est. » On peut aussi travailler sur notre capacité à formuler des demandes et puis à valoriser. Donc, il y a un travail important à faire sur les signes de reconnaissance. Et je vous ferai une petite fiche sur les signes de reconnaissance. Ce qu'il faut noter, c'est que, comme pour un desk, il faut travailler sur les faits et pas sur l'être. On peut formuler un signe de reconnaissance positif en disant merci pour la rapidité avec laquelle tu as traité ce dossier, qui sera entendu, accepté, qui va favoriser l'émotion agréable et positive. On peut, pour le même acte posé par un collaborateur, lui dire bravo, ah ça m'étonne pas de toi, tu es un bon agent. Et là, on voit bien qu'on va être sur l'être et pas sur le faire. Donc si vous, dans votre autorité, vous avez le pouvoir de déterminer ce qu'est la personne, on va dire que c'est plutôt agréable quand vous lui dites que c'est une bonne personne, mais ça veut dire que dans ce même jeu de pouvoir, vous pouvez déterminer que c'est une mauvaise personne. Sauf que vous vous rendez bien compte que ça n'est pas possible. En tout cas, la personne aura du mal à l'accueillir. Donc, pensez signes de reconnaissance qui sont conditionnels, c'est-à-dire qui sont liés au faire. De la même manière, quand quelqu'un arrive en retard, vous pouvez lui dire « Ce matin, tu es arrivé à 9h25, j'étais embêté parce que j'avais besoin de démarrer la réunion à l'heure prévue. » Vous pouvez lui dire « Tu es encore en retard. » Et on voit bien que quand on dit « Tu es encore en retard », on va s'adresser à l'être et pas à ce qu'il a fait. Vous allez générer une résistance et finalement, votre objectif, vous, c'est quand même de nourrir une relation qui soit vivable, même avec Kevin. Donc, vous allez faire ce travail pour formuler un signe de reconnaissance qui soit négatif, mais conditionnel, qui va s'adresser au faire et pas à l'être. Voilà pour cette petite parenthèse sur les signes de reconnaissance, mais pour moi, ils sont vraiment fondamentaux. Et puis derrière, une fois que vous avez fait tout ça, soyez heureux. Alors, l'injonction d'être heureux, c'est pas quelque chose de faisable. Donc, on peut dire que c'est pas vraiment de la communication non violente, c'est plus une invitation. En travaillant sur votre attention, sur la focalisation de votre attention, en faisant ces exercices de lâcher prise notamment, vous allez développer chez vous des émotions agréables, vous allez être quelqu'un de plus joyeux, et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour vos équipes parce que c'est extrêmement contagieux. Donc, travailler sur la contagion des émotions, vous allez faire partie après du cercle vertueux et en profiter vous-même. Et vous le savez, un manager plutôt heureux a de meilleures chances d'avoir une équipe plutôt heureuse. Manu? C'est là où justement je revenais là-dessus. C'est que je trouvais qu'on avait aussi un rôle pas d'exemple, mais on a suffisamment autour de nous des gens qui sont tout le temps dans l'expression systématique de leurs émotions. Dès qu'on lui demande quelque chose, on leur demande quelque chose qui les contrarie, on va le savoir immédiatement. Moi, je trouvais que on avait une notion d'exemple là-dedans et que justement réfréner un peu de ses émotions et ne pas montrer aux autres que la demande de la personne nous agace ou on n'a pas le temps de le faire. Et bien souvent, c'est des petits ressentis comme ça parce que elle y est pour rien la personne qu'on ait eu quatre pieds avant elle.
elle arrive avec une demande légitime et c'est elle qui va prendre, tu vois, la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc je m'étais dit, bah, je crois que nous, les managers, on a aussi une obligation quelque part, c'est de pas trop montrer nos émotions, Mhm. pour montrer l'exemple et dire, là, c'est pour là que je suis un petit peu coincé dans, dans la démonstration depuis le début, c'est que bah, si le manager lui-même montre à la personne que oh bah oui, t'es arrivé à ça, ça m'a contrarié, ceci, ça m'a fait, bah, pourquoi elle le ferait pas à chaque fois aussi, quoi. Mhm. Ouais, est-ce que je suis clair dans ce que je viens de dire? Moi-même, je me suis pas trouvé clair. D'ailleurs, on est souvent soi-même dur avec soi-même dans un premier lieu. Bon, tu le sais, hein, Manu. Oui, Un jugement un peu dur, hein, c'est peut-être ton soi parfait qu'il oui, faut questionner. Mais effectivement, à un moment donné, on n'est pas dans un rôle de maîtrise ni de répression de l'émotion, parce qu'on a vu que physiologiquement, ça générait des choses néfastes. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un de se faire volontairement du mal. Maintenant que vous êtes conscient de ça, vous savez que vous avez un objectif pour vous, c'est de vous faire du bien, donc de travailler autour de l'expression de l'émotion. Ce qui ne veut pas dire que vous exprimez tout le temps. Moi, j'ai un terme pour ça, je parle d'apprivoiser ses émotions. C'est-à-dire que quand on fait ce travail d'identification de ce qui se joue chez nous, et quand on s'entraîne à faire ça, et qu'on est en capacité de faire des pas de côté ou des prises de hauteur, de se mettre à la place de la personne, euh, on a de fait un accueil de l'émotion de soi et de l'autre qui va être tout différent. Et c'est justement ce travail sur le fait de réussir à apprivoiser son émotion qui va nous permettre de ne pas être dans quelque chose qu'on va réprimer, hein, mais bien être dans quelque chose qu'on va accueillir, accepter, analyser et exprimer. Donc, effectivement, au départ, ça peut paraître quelque chose d'assez pas normal, alors que c'est plutôt juste pas habituel, de dire je suis embêté, je suis gêné, quand vous avez un collègue qui vient vous demander quelque chose qui vous embête ou qui vous gêne. Mais de faire ce travail-là va vous permettre justement d'apprivoiser vos émotions et non pas de les réprimer ni de les modifier, mais de les faire baisser en intensité si l'intensité est trop importante au regard de la situation que vous vivez, ou au contraire, la joie qui se partage et qui donne envie d'aller encore plus loin ou qui mérite d'être partagée en équipe quand on a une belle réussite collective, parfois on va la réprimer. Je sais que j'ai fait ça longtemps, ce qui me conduisait à ne même pas dire merci à mes collaborateurs, à considérer juste que ils faisaient le boulot parce qu'ils devaient le faire, parce qu'ils étaient payés pour le faire. Et puis un jour, on m'a dit, mais quand tu vas acheter du pain, qu'est-ce que tu dis à la boulangère? Je dis bonjour, une baguette, au revoir, merci. Ah, parce que tu lui dis merci alors que tu la payes. Intéressant. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que réprimer l'émotion peut nous amener à ce mouvement-là, que ce soit l'émotion désagréable ou l'émotion agréable. non, Donc, mais ce que je voulais dire, Vincent, c'est que la personne qui rentre dans ton bureau et qui fait une demande légitime, et toi, tu conseilles de dire, ah ben oui, c'est tout à fait à moi de faire ça. Alors, je suis un peu embêté parce que on m'a déjà demandé pas mal de choses avant, donc je vais le faire, mais bon, ça m'arrange pas. Et en fait, toi, tu dis, ah, c'est bon, j'ai évacué un peu de mon émotion, mais le message que tu envoies à la personne, je dis, ben, il est chier, lui, c'est son boulot, pourquoi il me dit ça? Ouais, moi, j'ai l'impression que si je fais ça à chaque fois, les personnes vont dire, ah ben, il est gentil, lui, mais on a toujours l'impression qu'on le gonfle quand on lui demande un truc. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais là, ce qui serait intéressant, Manu, c'est d'interroger plutôt qu'est-ce qui, à ce moment-là, génère cette émotion chez toi, puisque c'est quand même quelque chose que tu as à faire. Et qu'est-ce qui fait que tu en arrives à dire, non, là, voilà, quand on me demande quelque chose que je dois faire et que ça m'énerve, c'est qu'il y a quelque chose dans mon fonctionnement qu'il faut peut-être réajuster pour ne pas arriver à cet énervement. Donc, ça ne veut pas forcément dire à la personne tout de suite. L'idée, c'est pas forcément, je balance tout ce que je ressens à la personne et elle va se débrouiller avec. C'est pas ça. Hein. C'est plutôt accueillir, apprivoiser. J'aime bien ce que tu disais, Vincent. Apprivoiser ses émotions pour ne pas qu'elles deviennent toutes puissantes en moi.
mais plutôt qu'elles deviennent une nourriture. C'est-à-dire que on voit bien que la colère, par exemple, elle peut amener à des actes, ce que tu disais au début, qui sont totalement démesurés, mais elle peut aussi amener, à un moment donné, à oser dire stop à quelque chose qui ne nous convient pas. C'est-à-dire comment j'accueille mes émotions en essayant de faire la part des choses entre cette façon de les accueillir qui est réactionnelle et cette façon de les accueillir qui est plutôt posée et bienveillante. Si je comprends aussi, si de par les tâches qui me sont confiées, où je vais être dans tous les domaines à la fois, qui fait que quand je suis en train de traiter d'un problème dans le domaine du personnel, on vient de parler d'urbanisme, on vient de parler d'élections et choses comme ça, peut-être que plutôt que de m'émouvoir auprès de la personne qui vient me demander une tâche légitime, puisque j'ai été désigné comme étant la personne qui s'en occupe, peut-être que ma frustration, je devrais pas la frustration, mais mon ressenti, pas non plus, tu vas pas aimer ça si je dis le ressenti. Quand on parle avec Martine, il faut faire attention à chaque mot qu'on utilise, hein, c'est pas facile. Oui, parce que L'expression de mon émotion, je vais pas la faire vers la bonne personne, mais peut-être que je devrais avoir les personnes qui me donnent toutes ces tâches multiples et leur dire, je n'ai plus le temps matériel d'assumer toutes ces tâches, qui fait que aujourd'hui, je suis embêté quand une personne me demande quelque chose, parce que j'ai plus le temps de le faire, parce que j'étais sur d'autres. C'est peut-être ça que tu veux dire. Exactement. Parce que ton vrai problème, ce n'est pas la personne qui vient te demander quelque chose que tu estimes être légitime. Ton véritable problème, c'est ce qui a généré ça. Je te donne un exemple très très simple. Je me suis mis une pression terrible et j'ai accumulé beaucoup de choses dans ma journée. J'ai fait tellement de choses que j'arrive épuisée à la maison. Mon enfant me demande 5 minutes d'attention. Je l'envoie paître en lui disant mais j'en peux plus là, tu m'énerves avec ta question. Martine m'avait dit qu'on parlait pas de ma vie privée. Tu comprends? C'est pas lui le problème. C'est pas lui. Non mais moi toute la journée, je fais attention à ne jamais inonder tous mes collaborateurs de mes idées, de mes ressentis, pour vraiment leur montrer que je suis un aspirateur à négativité, et le fait que quand je rentre chez moi, c'est vrai que je suis le cas comme tu dis, mon enfant va arriver, va me demander 5 minutes, et c'est lui qui va prendre pour les autres, quoi. Donc la véritable question, c'est comment on prend soin de nous pour pouvoir accueillir et nous nourrir de nos émotions, parce que on l'a vu au départ, elles sont absolument vitales, nécessaires et utiles, et même les émotions qu'on pourrait considérer comme négatives. Donc comment je prends soin de moi pour être en capacité d'accueillir mes émotions? Ah c'est là que c'est pas en adéquation avec ce que je suis, parce que c'est vrai que je me sens tellement équilibré et je vois tellement de gens qui sont pas bien au boulot que je me mets en demeure d'essayer de toujours leur montrer qu'il y a quelque chose qui va bien derrière, qu'il y a une finalité, que la vie est belle et compagnie, ce qui fait qu'à la fin, je me sacrifie sur cet hôtel-là. Et c'est vrai qu'après, c'est dans la vie privée que quand je rentre, je suis d'une patience plus que limitée avec mes enfants, quoi. Eh oui. C'est moche, hein. C'est pas enregistré, tu peux couper. Je pense qu'on aura le pouvoir effectivement de couper cette partie si tu le désires. Ouais, effectivement, tout ça vient jouer dans l'équilibre. Et on voit bien à un moment donné que si c'est trop coûteux en énergie d'être dans cette répression finalement de l'émotion, et je crois aussi dans l'injonction, ça vient contredire un peu ma conclusion, parce que quoique non, ça l'alimente, mais dans l'injonction du bonheur, c'est-à-dire que bien sûr qu'il faut que le manager soit résilient et qu'il fasse la démonstration de la résilience à ses équipes. Si à la première difficulté il s'effondre dans son job de leader, ça va pêcher en termes de compétences. Mais au-delà de ça, on peut pas être dans un environnement qui n'a de cesse de nous solliciter et de solliciter notre capacité de résilience. On peut pas le faire 7h48 par jour, tous les jours. Hein. Et à un moment donné, là, ce que je te conseille de questionner, c'est l'organisation finalement. Hein, on est sur des aspects organisationnels. Parce que là, la cause de l'émotion, elle est comment toi tu perçois ça. Bien sûr, parce que quelqu'un d'autre dans ta situation pourrait peut-être faire preuve de davantage de résilience et puis gérer les mêmes tâches que toi autrement. Hein, on est d'accord. Donc c'est bien finalement toi comment tu perçois ton environnement, la pression que t'impose l'environnement, mais plutôt la perception de la pression que t'impose ton environnement, et de pouvoir travailler sur des aspects organisationnels à ce niveau-là. Parce que là on voit bien que ton émotion
Alors peut-être que c'est tes enfants du coup qui en profitent, mais on voit bien que ton émotion est un indicateur. Mm. C'est ça qu'il faut aller écouter. Bien sûr. C'est là qu'il faut être attentif. Ouais. Est-ce que je suis désolé parce qu'on déborde un petit peu et je crois qu'on a perdu Florence qui y avait une réunion. Elle a mis un mot. Elle a mis un mot. Merci. Tu l'as lu, hein, il est beau. Ouais. Il est magnifique. Les gens n'arrivent pas à m'avoir, du coup, il m'appelle sur le fixe. Ok, super. Est-ce que Philippe voulait dire un mot pour conclure? Merci. Oui, tu peux te rappeler, je suis en réunion. À tout de suite. Bah, j'ai coupé le portable, du coup, il passe par le fixe. Oui, il y a toujours des voix pour vous solliciter. Oui, bah voilà. Je crois Non, que mais l'idée, ouais, c'est ouais, c'est vrai, un vrai débat qu'on ait un jour, c'est sur l'exemplarité du manager. Et n'est-elle pas incompatible avec son besoin légitime d'exprimer ses émotions? Vous avez 3 heures. non, au contraire, on ne les a pas. Mais on peut être exemplaire dans l'expression de ses émotions. Ben oui, mais tu vois, pour moi, c'est un ressenti, là, par contre, ça c'est clair. Mais c'est comment expliquer à quelqu'un qui se plaint tout le temps. Tu vois, il arrive dans son bureau pour se plaindre de tout et de rien, et lui dire, bah, en préambule, je vais t'expliquer que bah, moi, ça me contrarie que tu viennes me parler parce que j'ai d'autres choses à faire. Ah, bah, je lui montre que t'as raison, continue. Tu vois, je le fais moi-même, donc fais-toi plaisir. Et il y a un moment, on essaye, oui, ça ouvre un autre débat, c'est est-ce que considérer que son agent est toujours en train de se plaindre est négatif ou au contraire positif parce qu'il exprime ses émotions. Et je peux dire que j'ai des agents qui expriment pleinement leurs émotions, ils n'ont pas besoin de formation pour ça. Je crois que la question que tu pourrais te poser, on va conclure là-dessus, mais d'ailleurs quand tu dis se plaindre, hein, finalement, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Et puis, si tu considères que quand ils se plaignent, ils expriment leurs émotions, est-ce que tu es vraiment sûr qu'ils expriment leurs émotions? C'est pas évident ça. Est-ce que quand tu te plains, tu exprimes une émotion quelque part, à moins que je me trompe? Quand tu te plains, en toute logique, pour moi, tu exprimes un désagrément. Peut-être que derrière, il y a effectivement une émotion désagréable. Donc, ce serait étonnant de se plaindre d'être content. Mais voilà, je crois que c'est pas l'expression de l'émotion en soi qui a à remettre en cause là-dedans, mais c'est bien le message que les collègues veulent faire passer. Et moi, j'ai vécu avec une collaboratrice qui râlait beaucoup. Et le jour où on a parlé du fait qu'elle râle, j'entendais plus le fait qu'elle râle de la même manière. Pourtant, elle râlait toujours. Moi, je suis allé la voir pour lui dire, écoute, ça me gêne, je me sens comme obligé de venir t'aider tout le temps, j'entends que tu râles derrière ton ordinateur, tu dis, ah, ça va pas, ça fonctionne pas, et moi, je me sens obligé de venir. Je viens alors que je suis pris sur d'autres tâches, et je suis embêté avec ça, quoi. Alors moi, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Et puis, du coup, on a parlé du fait qu'elle râle, mais elle a pas arrêté de râler, mais du coup, on en riait ensemble, et moi, je le vivais vachement mieux. Donc, c'est libérateur aussi, surtout quand c'est quelque chose qu'on bloque. Et puis, il faut avoir confiance dans l'humain que vous avez en face. L'humain que vous avez en face, il y a quand même peu de chances qu'il vous agresse parce que vous allez lui exprimer une émotion. On est toujours en train de parler de se mettre en position d'écoute active, mais encore une fois, la contradiction est là. C'est que pour moi, à partir du moment où on écoute, on n'est pas en expression de ses propres ressentis. Et c'est comment arriver. Parce que honnêtement, quand moi, j'écoute quelqu'un se plaindre, entre parenthèses, m'expliquer tous les problèmes qu'elle peut rencontrer au boulot, ça se passe bien. Mais si j'ai le malheur de dire, écoute, je t'écoute, mais j'avais pas trop le temps, ou en ce moment, j'ai pas trop le temps, tout ce qui va être retenu, c'est le côté négatif. C'est que ça. Et quand on est en écoute active, on n'est pas là pour donner ses propres sentiments, quoi. Ouais. C'est comme ça. Après, c'est pas évident, quoi. Mais si tu es en posture d'écoute, excuse-moi, je fais deux choses en même temps et du coup je suis pas en pleine écoute, ce qui est assez paradoxal. Mais effectivement, après, il faut identifier l'objectif de se mettre en écoute active avec un collègue. Ce que je vous propose comme technique, là, l'écoute active, c'est pas quelque chose comme une injonction d'être toujours dans vos missions managériales dans l'écoute active. Rebonjour. Si vous avez un outil, là, l'écoute active, si vous faites de l'écoute active toute la journée, quand est-ce que vous faites votre boulot? Donc l'écoute active, c'est un outil au service de l'expression et de l'accueil des émotions, mais il faut identifier que ça a pour objectif ça. Et il faut se réserver des temps où vous allez être dans cette écoute.
Mais comme l'écoute active, justement, a pour vocation à vous relier différemment avec vos collègues, ils entendront plus facilement quand vous leur direz, excuse-moi, je suis désolé, là, je suis débordé, il faut que je priorise, on peut prendre un temps à 14 heures pour se parler, voilà. Finalement, c'est aller aussi se libérer soi-même, en allant exprimer ce dont on a besoin, hein. Et vous avez besoin de temps pour traiter vos tâches. Je suis comme ta collègue, je râle en fait. Je suis derrière mon ordi tout seul et je peste. La personne m'a vidé son sac, machin, et puis après je vais derrière mon ordi, mais bien sûr, comme si j'avais que ça à faire. Et là je me vide tout seul, quoi. Ouais. C'est peut-être ce qui sauve mes enfants et ma femme, mais bon. Ouais. Mais mes collègues me disent, par contre, c'est pénible, t'es toujours en train de râler dans ton bureau. Bah, c'est ça où je le dis en face de la personne qui m'a pris la tête. Donc, je préfère le faire tout seul dans mon bureau. Peut-être qu'il faut que je ferme ma porte pour pas en plus gonfler les collègues d'à côté. Oui, tu peux leur demander, mais voilà, pour moi, c'est vraiment un signe et un signal qu'il y a dans la relation que tu as avec tes collègues, dans ces interactions, il y a quelque chose qui vient toucher un besoin chez toi, quoi, qui est pas nourri. Il y a un moment donné où peut-être tu entre guillemets, fais violence à répondre à tout prix. C'est ça qui va générer l'émotion derrière et le fait que tu râles, et qui est une expression finalement de ça et qui te permet peut-être de l'évacuer. Mais si tu reproduis le même comportement le lendemain, tu lui diras, Martine, c'est de ta faute à Martine. Hein. Parce qu'avant, j'étais vraiment dans le jugement, dans le ressenti, dans tout ça. J'ai suivi ces formations et je me suis dit, oh là là, c'est pas bon du tout. Je me dois que dans le factuel, dans le machin, dans l'écoute active. Et depuis, je suis devenu comme ça. Hein. Alors, si ma femme veut partir, c'est de la faute de Martine, hein, tu lui dis. Hein. Excellent. Oui, oui. Non, pourquoi pas. Non, surtout pas. Emmanuel, je réfléchissais en écoutant et je me disais effectivement, il y a un outil qu'on avait vu au début de la formation qui était les règles de fonctionnement. Et il me semble, on l'a pas redit là, mais il me semble que pour pouvoir exprimer ses émotions, pour pouvoir être pleinement soi-même au travail, ça nécessite que ça se fasse dans un cadre extrêmement clair, ferme et précis de règles de fonctionnement mutuel. Parce que tu as raison, sinon ça peut très vite devenir le bureau des pleurs, un lieu uniquement voilà, où chacun va exprimer son malaise, etc., etc. C'est-à-dire que je pense qu'il y a sans doute à redéfinir le cadre dans lequel c'est possible. Et dans ce cadre, voilà, enfin c'est sans doute à réfléchir avec l'équipe et avec le groupe. Mais je maintiens quand même, hein, je suis désolée pour ton épouse, mais je maintiens quand même que si on est dans le jugement ou si on n'exprime pas ses émotions, de toute façon, elles vont s'exprimer dans le comportement. Et ça, moi, je le vis moi-même, hein. C'est-à-dire que j'entendais bien au départ, tu disais, et on n'est pas là dans des recettes, hein. Tu as bien compris qu'il y a pas, on n'est pas en train de vous dire il faut être comme ça ou comme ça, mais plutôt de réfléchir ensemble. Et je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a parfois des émotions que je ne dis pas. Hein, je pense précisément à quelqu'un qui a un comportement dans mon entourage, qui a un comportement en ce moment qui ne me convient pas du tout. Et je sais qu'elle est dans un tel moment de tension interne que si je lui exprime même avec un desk, elle va exploser. Donc, je ne le fais pas. Par contre, je travaille sur mes propres émotions pour rester en lien avec elle malgré ce passage difficile et en étant attentive à quand est-ce qu'elle va suffisamment se détendre, et on est en train d'arriver à ça, parce que comme je ne suis pas dans la réaction, elle se détend aussi, quand est-ce que je vais pouvoir poser des choses, exprimer des choses. Mais voilà, je m'impose un certain nombre de règles de fonctionnement avec elle. Voilà. Alors, c'est pas simple, hein, j'ai pas la recette à tout, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si je ne fais pas ce travail, je vais lui exploser au visage et la relation sera terminée. Et je vais passer à côté des ressources de cette personne.
Oui, 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 C'est oui, bien oui. dommage. Voilà. Bah, le but, c'est ça, moi, c'est toujours été ça. Moi, je suis arrivé dans une collectivité où au départ, tout était basé sur la hiérarchie. C'est ton boulot, tu le fais. Si on ne Mm. dit rien, c'est que c'est bon. Et j'ai essayé d'instaurer, moi, ici, un management un peu plus émotionnel, hein, entre parenthèses, et dire que, ouais, voilà, s'il n'y a pas que du mauvais dans l'émotionnel, Plus mais ouvert. même si encore aujourd'hui, j'ai un DG qui considère que l'émotionnel, c'est pas bon hein, dans une sorte d'émotionnel, hein. Et, Ouais. et je trouve que ça porte ses fruits. Ça a des avantages et des inconvénients aussi, parce qu'à force d'être trop Mm. écouté, il y en a des fois qui considèrent que ils vont filer dans le côté un peu dans la porte ouverte pour aller encore plus loin. Mais la grande majorité en ressort grandi et j'ai des gens qui viennent travailler avec le sourire. Par contre, c'est énergivore quoi, parce que c'est vrai que j'ai l'impression de pomper Mm. les émotions négatives de tout le monde Eh oui. et je peux pas à ce moment-là lui dire bah moi aussi je ressens ça. Non, 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 non. Là, elle est juste en phase d'écouter, Mm. d'être écoutée et Ouais. pas d'écoute elle. Hein. Donc c'est vrai que après, ben, je pense que je me sauve la vie en retournant à mon bureau et puis en pestant sur tout ce que j'ai. Par contre, mes collègues directs à côté qui, elles, sont exemplaires, c'est elles qui mangent. Donc ça se trouve, elles, de leur côté, je suis en train de les remplir du côté Ouais. négatif que j'ai. Voilà. Ce que tu me dis m'évoque une vidéo d'Isabelle Padovani qui disait enfin, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est la sincérité de sa présence et de son écoute. Et c'est-à-dire que des fois, à trop écouter les autres, on ne s'écoute plus soi-même. Et dire à quelqu'un, écoute, je vois bien que tu as besoin de t'exprimer là en ce moment, mais là, moi, je ne suis plus en capacité de t'écouter. Et je préfère le faire à un autre moment où je serai vraiment disponible et à ton écoute, plutôt que de faire semblant, ou plutôt que d'absorber et Mais puis c'est à pourtant quel sur moment quelqu'un on sait qu'on n'est plus en capacité, quoi. hein. À quel moment on considère qu'on n'est plus en capacité. Ah ben C'est ça quand c'est tu mets ton poing dans le visage. Oui, Philippe? Je disais, c'est quand tu lui mets le poing dans le visage, t'es plus dans voilà, la capacité là on n'est plus en d'écoute. capacité, on est bien d'accord. Ouais. C'est pas quand t'es plus, c'est que t'étais plus en capacité. C'est trop tard. Hein. C'est trop tard quand tu l'as Moi, fait. j'ai un problème, tu vois, c'est que je suis pareil, j'accueille tout le monde vient, mais j'ai un petit groupe de personnes qui sont tout le temps dans la négative. Ouais. Mais ils sont tout le temps, tout le temps. T'as beau les féliciter, t'as beau les encourager, t'as beau essayer d'avoir une communication positive pour Mmh. leur faire quand même remarquer qu'il y a des choses qui ne vont pas. J'arrive plus à savoir comment les prendre ces gens-là parce que ils sont ils sont tout le temps à tirer les autres, à se tirer eux-mêmes vers le bas. Et Ouais. toi, t'essayes, tu rames à les tirer vers le haut. Et donc là, c'est l'émotion, tu la prends, tu la prends, tu la prends. Mmh. Et tu sais plus comment faire à un moment donné, même si tu fais la respiration, même si tu arrives à faire le desk, à lui dire Faut que je non, la reviens teste plus tard, celle-là. c'est pas le Faut que je moment. teste ça. Vous travaillez dans un bureau les uns à côté des autres? Ah non, moi en fait, je gère une équipe de personnes qui font le ménage dans le lycée. Oui. Ah. Et donc là, automatiquement, si tu veux, c'est ils sont jamais écoutés, les gamins les respectent pas, les profs ne les respectent pas, la hiérarchie les respecte pas, c'est Ouais. toujours eux qui font le sale boulot, c'est toujours eux qu'on sollicite. Puis t'en as d'autres, tu vas les voir, ouais, bah ils y vont, ils foncent, ils disent rien, et mais j'en ai trois comme ça. Là, j'ai beau essayer la CMV, le desk. Ouais. Alors, les outils hein, qu'on a vus, ils vont vous servir pour vous. Après, ouais, juste une parenthèse, je constate la beauté de euh, comment ça, de la régularité dont ils font preuve. S'ils sont tout le temps dans la négative, c'est quand même quelque chose de chouette. Ce sont des personnes qui sont extrêmement régulières. Et moi, ce que j'aime bien avec les personnes régulières, c'est qu'on peut prévoir leur comportement. C'est-à-dire qu'on peut du coup se prévaloir, se prémunir en anticipation de leur comportement qui peuvent témoigner d'émotions qui sont ressenties chez eux et qui sont des émotions désagréables. Voilà, c'est une petite boutade, mais Non, mais j'y arrive. J'en ai une. J'arrive mardi. Je vois qu'elle était énervée. Elle me rentre dedans d'entrée. J'ai compris qu'en fait, c'était la troisième demande de logement qui était refusée. Eh Donc oui. le lendemain, je l'ai regardé. J'ai fait, vous allez en faire une quatrième. J'ai essayé de
d'ironiser un petit peu et puis d'arriver avec le sourire, d'être optimiste à fond et t'as rien fait. T'as rien fait à part peut-être plus l'énerver à dire ouais bah, c'est pas la peine de se moquer de moi, bah, je me moque pas de vous, j'essaie de vous encourager et dire que ça ira mieux demain. Hein. Mais là en fait avec ce genre de personnes, moi j'ai plus envie d'arriver puis de dire bon bah écoutez restez dans votre coin. Et c'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle malheureusement. On doit être là pour justement la booster. Et oui. Ouais. Et je peux pas lui trouver un logement pour elle. Hein. Mais oui, bien sûr. Oui, et puis là où on se heurte souvent dans ces pratiques-là, vous allez faire, enfin, je vous conseille dans ce genre de situation de mettre une petite dose quand même d'écoute active et puis d'accueil empathique hein, de ce que vous avez ressenti dans l'interaction pour que ça vienne pas entacher vos prochaines interactions avec elle. Mais ce à quoi on se heurte parfois quand on pratique ce type de technique, finalement, sont que les personnes qui viennent en face de vous avec leur bagage ne sont pas forcément préparées à ça. Et comme vous êtes en apprentissage et vous essayez de mettre en place des techniques, ça peut leur paraître pas naturel. Hein. Il faut bien faire la distinction. C'est pas une histoire que ce soit pas naturel, parce que l'émotion, c'est notre énergie de mouvement, donc c'est naturel, mais c'est pas habituel dans la manière de fonctionner. Et ça, effectivement, ça peut provoquer des contre-réactions. Alors nous, on se dit, on va se mettre dans une attitude positive, on va faire une écoute active, on va reformuler, on va dire, ah, c'est dur pour toi. Et puis derrière, elle fait, ouais, mais moi, c'est pas ce que j'attends. Bah, prenez ce cadeau-là, parce qu'elle vous fait le cadeau de dire que c'est pas ce qu'elle attend. Peut-être qu'elle exprime, du coup, elle va déjà un peu plus loin. Mais vous n'allez pas pouvoir c'est pas avec des attitudes comme ça que vous allez vous préserver comme un bouclier de toutes les émotions qui parcourent les gens à chaque seconde. Voilà, effectivement, il faut être en capacité de faire preuve de résilience, comme je le disais, mais d'abord, avant de pouvoir faire preuve de résilience, il faut être en empathie avec soi-même. Parce que si en plus d'accueillir avec une certaine contrainte les émotions désagréables de vos collaborateurs, vous accueillez avec jugement les vôtres, c'est des phrases du type c'est mon rôle, je devrais pas être affecté par ça, je devrais être plus efficace, je devrais. Si en plus vos propres émotions, vous les accueillez avec un jugement négatif, vous allez finalement rentrer dans un cercle vicieux avec cette idée en tête qui n'est qu'une pensée pour l'instant, qui n'est pas mise en pratique encore, que c'est pas comme ça que vous devriez faire parce que vous avez compris tout l'intérêt que ça pouvait représenter ces techniques-là et comme vous essayez avec maladresse, ce qui est tout à fait logique, vous vous cassez la binette et vous jugez durement. Donc vous rajoutez une couche. Ouais. Là, moi, j'avoue qu'à un moment donné, là, avec l'attention que je leur apporte, j'en ai certains. Là, j'étais en formation pendant une semaine la semaine dernière. Ça s'est très bien passé. Ils se sont organisés, on va dire, un petit peu tout seuls, même si j'avais mis quelques trames à suivre. Dès que je suis revenu, bah, ces mêmes personnes, c'est boum, on fait quoi? Comment? Chef? Toutes les 5 minutes, ils viennent frapper à la porte. Et là, on a beau leur dire, mais la semaine dernière, je suis parti, je vous ai dit que vous étiez des professionnels, vous m'avez certifié que vous alliez gérer, pourquoi maintenant, quand je reviens cette semaine, c'est plus possible? C'est parce que je suis là? C'est parce qu'ils se disent que le chef doit. Oui. Mais oui. Le chef, il n'a pas la cape rouge, le legging bleu, et puis il vole pas. Hein. En vous écoutant tout à l'heure, c'est marrant parce que ça rejoint ce que vous venez de dire. Il y a une question qui me venait, c'est est-ce que ces personnes ont la possibilité d'émettre des suggestions? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre dans des choses à faire évoluer, dans l'organisation, etc., où les choses pourraient venir d'elles-mêmes? Je leur laisse l'autonomie justement d'apporter des suggestions. Parce que moi, j'ai une connaissance de leur métier, je l'ai pratiqué. Ouais. Mais je ne connais pas tout non plus. Et puis, il y a des fois, je les vois qui se fatiguent, donc je leur apporte une solution pour les soulager. Ouais. Nous, on va dire, dans ma collectivité, on est très sur les PMS, les choses comme ça. Donc, on essaie de soulager au maximum. Bien sûr. J'ai beau leur montrer, leur apporter une solution qui, franchement, est nettement meilleure. Je repasse le lendemain, ils recommencent leur méthode à eux parce que non, c'est le chef, il est gentil, il s'en moque quoi. Ah ouais. Et pourtant, j'essaye de les impliquer dans l'organisation, à dire vous feriez comment? Ouais. Parce que moi, c'est bien, j'ai ma vision, j'ai moi le chemin sur lequel je voudrais qu'on aille tous, mais ça veut pas dire que c'est la meilleure solution.
Donc, vous feriez quoi? Bah, c'est pas nous le chef. Ben oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, des temps spécifiquement dédiés à leur écoute, à l'écoute de leurs suggestions, mais où vous ne enfin, où vous ne prenez pas la parole pratiquement? J'ai un peu de mal. Là, je m'épate parce que jusqu'à présent, je trouve que je suis pas beaucoup intervenu. Ouais. Mais généralement, oui. Et c'est vrai que j'ai du mal à être dans l'écoute active, ne rien dire. Ouais. Mais à la limite, dans ces temps-là spécifiques où on écoute les salariés sur les suggestions qu'ils ont à faire, c'est extrêmement important que le manager ne dise rien, même s'il ne sort rien de la réunion. Même s'il n'en sort rien. C'est-à-dire qu'il vaut mieux rester avec, il n'en est rien sorti cette fois-là, mais vous allez avoir le temps d'y réfléchir pour que la prochaine fois, peut-être, il y ait des choses qui sortent. Parce que si vous occupez l'espace, elles vont systématiquement se reposer en attendant que vous occupiez l'espace. Oui, mais s'il n'en ressort rien de ce genre de réunion, ça peut avoir un double effet, quoi. Ils demandent notre avis, mais ils nous écoutent pas. Ah ben non, c'est-à-dire que quand je dis s'il n'en ressort rien, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de suggestion. Après, s'il y a des suggestions, même si elles vous paraissent farfelues, irréalistes, etc., c'est intéressant de les tester. Ouais. Et il en ressortira toujours que ces personnes auront vécu un moment d'écoute et d'expression. Oui. Ouais. Et ce que, dans le prolongement de ce que dit Martine, hein, c'est ce que je voulais vous partager, Philippe, mais c'est que votre rôle est complexe, il est parfois contradictoire. Et effectivement, vous êtes celui qui décide, celui qui sait, celui qui a le pouvoir de choisir. Et vous êtes aussi celui qui doit permettre aux personnes de développer leur potentiel, d'exercer leur intelligence, d'essayer leurs initiatives et de les mettre en place. Et en fait, je crois qu'il y a aussi un apprentissage social qui est très important dans les équipes que vous décrivez, du fait de ces croyances qui se partagent, que le chef doit, et on est dans un fonctionnement de déresponsabilisation. Et de fait, utiliser, je suis en train de vous perdre, c'est pas très bien, de fait d'utiliser des langages de responsabilisation que sont les techniques du DESC ou de la CNV, va conduire l'ensemble, finalement, à adopter ce langage. Et peut-être en guise de conclusion, parce que c'est agréable de partager avec vous, mais je crois que nous avons un apéritif qui nous attend. Un impératif ou un apéritif? J'ai pas entendu. Hein. Un impératif, d'accord, j'ai entendu un apéritif. La connexion n'est pas forcément très bonne. J'avais compris comme toi, hein, Manu, hein. J'avais compris comme toi. Apéritif, on est d'accord. C'est aussi, pourquoi pas, alors c'est cavalier, mais je sens que si vous êtes engagé, Philippe, dans cette voie et que vous participez à ces formations et à ce groupe, c'est que vous croyez en l'humain. Peut-être utiliser les moments de permanence de vos équipes pour, pourquoi pas, leur proposer aussi des temps de formation, d'échange, de partage sur ces thématiques-là. Justement, je dois faire une réunion mardi. Alors, ça va être sur les EPI, mais je vais essayer de faire une ouverture là-dessus. C'est marrant. En vous écoutant, je pensais aussi à une expérience, enfin, c'est pas une expérience, c'est une entreprise. C'est Frédéric Laloux qui en parle dans Reinventing Organization. C'est un bouquin très intéressant, une étude qu'il a fait sur de nombreuses organisations. C'est une entreprise. Alors, je retrouverai les références, enfin, de cette entreprise et on les partagera. Une entreprise, c'est dans un pays du Nord, en Finlande, en Norvège, enfin, voilà. C'est une entreprise de nettoyage. Sol. C'est Sol? Sol, c'est ça. Une entreprise de nettoyage où la responsable a décidé que les personnes qui faisaient le ménage étaient des personnes essentielles dans l'organisation parce que si elles ne sont plus là, plus personne ne peut travailler dans des conditions acceptables. Et donc, plutôt que de les cacher, les faire discrètes, elle a essayé au contraire de les faire les plus voyantes possibles avec des uniformes beaux, très colorés, de les faire travailler dans les bureaux, non pas quand il n'y a personne, mais quand les gens sont là, pour qu'elles puissent recueillir les besoins des personnes, pour qu'elles puissent discuter avec les bénéficiaires de leur travail et du coup que se crée une dynamique d'échange
sur mon boulot sert à qui, à quoi, et comment je peux être encore plus au service des gens pour qui je suis utile, quoi. Pour intervenir régulièrement auprès des techniciens des lycées, je leur demande, et je pense que si vous demandez à vos techniciens quels sont les moments forts et agréables dans leur métier, ils vous diront que c'est la relation avec les élèves et les enseignants, quand les élèves et les enseignants leur donnent des signes de reconnaissance positifs, conditionnels. Quand on dit à un technicien merci pour la propreté de la salle ou merci d'avoir installé la salle comme ça, ça c'est leur moment fort et agréable. Et ce que dit Martine autour de l'entreprise seule, c'est qu'en organisant le travail et en mettant la personne qui fabrique au cœur de l'entreprise, en fait, on travaille juste sur l'estime de soi. Et des personnes qui ont un équilibre autour de l'estime de soi et qui se sentent en responsabilité de leur travail prendront plaisir à faire du bon boulot. Et effectivement, dans ces circonstances-là, vous ne servez plus à grand-chose. Ça, nous, on le met. À créer les conditions de cet épanouissement, c'est-à-dire à créer l'environnement qui va permettre de. Oui, Ça, nous, on l'a mis en place. Dans la vision stéréotypée du chef qui doit nous dire ce qu'on a à faire, on se rend compte qu'on a des personnes qui ne sont plus des êtres humains, mais plutôt des machines, et qui font que quand on leur dit de faire, alors que d'eux-mêmes, ils savent faire et bien faire. Oui, bien sûr. Alors, là, par rapport à ça, nous, pour mettre l'équipe en valeur, on fait un barbecue chaque année avec les internes à la rentrée pour que chaque interne identifie l'agent qui passe dans le secteur. On est en train d'essayer d'établir un cahier des charges entre les attentes des internes, parce qu'ils ont des attentes en disant ouais, on fait un peu ce qu'on veut, on est des ados, hein, voilà. Et puis les attentes des agents, on va essayer de mettre ça en place, c'est pas évident. C'est pas toujours simple la relation. Les profs, ils ont un peu de mal par contre à remercier les agents. Il y en a très peu sur la communauté qu'on a chez nous. Ah bon? Et pourtant ils le savent, ils savent nous faire remarquer quand ça va pas. Eh oui. Mais par contre l'inverse, non. Il y en a quelques-uns, oui. Voilà, peut-être que ça pourrait être intéressant justement de mettre en place un cahier de remerciements avec la consigne de dire aux profs et aux élèves, ben voilà, nos agents d'entretien font un gros travail pour vous et ce qu'ils font c'est important. C'est important que vous disiez quand ça ne va pas, et vous savez le faire. Par contre, c'est important aussi que vous sachiez dire quand ça va, et donc on met en place cet outil-là dans lequel vous pouvez, chaque fois que vous prenez l'habitude de regarder ce qui va bien et notez et prenez le temps de le noter dans ce cahier. Et je pense que tu as vu un prof, Martine? Ouais. Il y a longtemps que là, c'est plutôt leur tendre la perche pour. Franchement, hein, je regarde, le lycée ouvre officiellement les portes à 7h45. Ouais. On a des profs qui arrivent à 7h15 Ouais. par le portail de livraison des cuisines Ouais. et qui vont dans leur salle des profs où j'ai un agent qui vient à peine de finir de laver ou qui est en train de laver, qui font je m'excuse, hein, je me mets dans un coin, je bouge pas. Mais c'est tout. Et ils vont se poser. On a une CPE qui arrive, premier réflexe qu'elle fait, elle va aux toilettes alors qu'elle vienne de les nettoyer. Eh oui. Et ça, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut. Voilà. Donc, on a bien déjà essayé d'instaurer un cahier comme ça, et bien souvent, c'est plutôt, il y a ça qui fonctionne pas, il y a ça qui est pas bien. Ah bah non, aujourd'hui, l'été, ça. Les profs. On a beau essayer de communiquer et de leur dire, bah aujourd'hui, on a 4 personnes d'absentes sur l'équipe. Ouais. Ah bah ouais, oh bah c'est pas de chance. Par contre, quand ils font une journée de grève, il y a personne qui va remplacer un prof. Par contre, nous on doit se démener pour faire leur boulot, pour nettoyer leur salle de classe, pour que quand le lendemain ils reviennent, ce soit propre. Puis quand ça l'est pas, ah mais pourquoi ma salle elle est pas propre? Parce que c'était grève hier, personne n'a fait votre travail. Personne n'a fait notre travail, mais personne n'a fait le vôtre non plus. Hein. Donc, vous n'avez pas la télécommande des gens et encore moins la télécommande des profs, parce que je crois qu'il n'y a pas plus indépendant. Vous pouvez essayer de vous mettre en empathie, en relation empathique avec eux par rapport à ce que ça dit de la contrainte qu'ils ressentent au quotidien et finalement du manque de reconnaissance dont ils se sentent victimes. Et je crois que par répercussion, malheureusement, on peut avoir tendance à avoir de ce type de comportement. Ce sont des personnes qui vont être très engagées dans leur mission et qui ont le sentiment de ne pas être suffisamment reconnues pour ce qu'ils font, si bien qu'ils vont en oublier eux-mêmes l'essentiel de leur désagrément, c'est-à-dire
donner des signes de reconnaissance à ceux qui font leur boulot. Et après, on peut être aussi assez facilement en termes de conformisme à ce qu'on appelle l'apprentissage social, les personnes qui se comportent d'une telle manière et qui partagent des croyances en groupe et de fait avoir des comportements qui sont contagieux. Et quand quelqu'un se fait agresser dans le métro, il est régulier que personne ne bouge. Si une personne commence à bouger pour rentrer en défense, elle va être accompagnée par plein d'autres personnes. C'est systématique. Donc, de cette manière-là, peut-être en guise de conclusion aussi, allez peut-être chercher dans les équipes de l'éducation nationale, même si je sais que ce ne sera pas forcément facile, la perle qui pourra insuffler quelque chose. Et l'idée de Martine de mettre en place un cahier de remerciements, on a tellement l'habitude de mettre en place un cahier de doléances, alors après c'est aussi lié à notre histoire, hein, mais que le cahier de remerciements, c'est quelque chose qui peut être vraiment important. Moi, ce que je conseille aussi aux équipes, c'est de mettre en place dans un tableau de fonctionnement des tâches pour travailler sur la valorisation du travail, c'est de proposer, vous savez, vous faites des listes de choses à faire, toujours, hein, à faire. D'ailleurs, quand on a tout fait, on étouffe. Mais faites aussi une liste de choses à ne plus faire. C'est le note to-do list, c'est-à-dire que vous faites une partie de votre tableau avec les choses à faire, et quand elles sont faites, vous les déplacez juste dans la colonne d'à côté. Et vous allez voir très vite que la colonne de droite, avec les choses qui sont faites, finit par déborder. Mais vous jetez pas vos post-it, hein, vous les gardez. Et puis à la fin de l'année, vous en faites une collection. Et comme ça, vous allez pouvoir mesurer le travail qui est effectué. Si vous donnez des fiches de tâches, par exemple, à vos techniciens, les fiches de tâches, quand elles sont faites, soit vous en faites une copie que vous mettez quelque part sur ce qui a été fait, soit vous les incitez à garder tout ce qu'ils ont fait. Hein, et à en tapisser les murs d'une salle au moment du barbecue, pourquoi pas. Parce que, pour revenir à l'entreprise seule, les personnes qui font des chantiers de nettoyage industriel qui sont parfois difficiles, prennent en photo dans leur smartphone les chantiers qui ont été effectués, parce qu'ils sont fiers d'avoir pu faire du bon boulot. Et c'est pas parce que le travail en soi, on peut le considérer comme difficile, voire dégradant, que les personnes ne sont pas fières de pouvoir faire du bon boulot. Et là, peut-être que vous avez un rôle à jouer dans mettre des outils en place pour qu'ils soient davantage fiers de pouvoir faire du bon boulot, même dans des circonstances qui sont difficiles. Et je sais qu'elles sont difficiles. Mais juste une dernière chose, quand je parlais du cahier de remerciements, ce cahier n'est pas simplement à l'attention des personnes que vous gérez, mais c'est quelque chose qui peut être très ouvert et qui peut être un cahier de remerciements large, c'est-à-dire qui s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'un élève peut remercier un prof un élève, un élève à une personne du service d'entretien, une personne du service d'entretien à un prof, etc. Enfin, dans tous les sens, quoi. Dans tous les sens. C'est une idée à soumettre au chef d'établissement, du coup, ouais, parce que c'est vrai que ça peut être développé surtout à la communauté. Ouais. Il y a un lycée en Allemagne qui fait ça, à Heiligenberg. Ils réunissent tous les mois l'ensemble des personnes qui sont acteurs dans le lycée, y compris les élèves, les parents d'élèves, les profs, le personnel administratif, le personnel d'entretien, etc. Et le chef d'établissement accueille les gens, il y a un petit discours, ensuite il laisse la parole et chacun peut venir sur l'estrade pour prendre le micro et prendre la parole. La consigne, c'est, si vous venez prendre la parole, c'est soit pour remercier quelqu'un, soit pour valoriser le travail de quelqu'un d'autre que vous. Voilà. Et dans ce temps-là, on ne fait rien d'autre. Et ça a produit des effets extraordinaires sur l'ambiance globale et l'organisation du lycée. Oui, qui est inspiré d'un fonctionnement d'une tribu dont je ne connais plus le nom, mais des peuples premiers qui, quand quelqu'un faisait quelque chose qui ne contribuait pas au bien-être de la communauté, la sanction, c'est de le mettre au centre de l'ensemble de la communauté, et chacun son tour, tout le monde prend la parole pour dire quelque chose que cette personne a fait et qui a contribué au bien-être de la communauté par le passé. C'est sa sanction. Voilà, peut-être qu'on peut conclure là-dessus parce que la lumière va finir par manquer dans mon beau village. Je vais être à contre-jour. Je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup. Martine vous remercie. Moi, non, mais... Elle peut passer devant la caméra, Martine, qu'on la voit un peu. J'espère qu'elle vous remercie très sincèrement. Elle peut passer devant la caméra un peu, qu'on la voit. Non. Pour des raisons techniques, ça n'est pas possible. En tout cas, j'aurais plaisir
à faire avec le CNFPT de ce moment quelque chose qui soit visionnable par l'ensemble de la communauté. Et puis je vous invite à, voilà, parce qu'on a commencé, on a ouvert le dialogue ensemble, à échanger sur les forums, en message dans la communauté, et on continuera avec Martine à vous proposer des outils dans le prolongement de la formation initiale et du travail qu'on poursuit ensemble. Ok, super. Très bien, super. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, également. Au revoir. Au revoir.